Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Denis Chazalet, conseiller environnement à la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Ce webinaire qui est co-organisé par, si on peut passer juste à la diapo précédente, s'il te plaît, Céline, co-organisé par les deux CCI, du Rhône, donc celle du Beaujolais, celle de Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Ce webinaire ressources en eau, comment gérer les épisodes de sécheresse dans l'entreprise, hein, est co-organisé en partenariat avec les services de l'État, mais j'aurai l'occasion de présenter les personnes, donc à la fois de la DDT du Rhône, Direction départementale des territoires, et de la DREAL du Rhône. Alors quelques rappels juste sur la diapo suivante pour que tout se passe bien durant ce webinaire, hein. Donc vos micros sont éteints, c'est normal, hein, pour qu'il y ait un meilleur confort d'écoute et qu'il n'y ait pas d'interférence, hein, entre nous. Vous avez évidemment la possibilité de poser des questions tout au long du webinaire, et sachant qu'on prendra un temps pour répondre à ces questions. Donc dans le chat, hein, vous avez un chat qui est accessible, n'hésitez pas, c'est aussi le but de ce webinaire, hein, vous puissiez poser vos questions. Ce webinaire est enregistré, et donc il sera également disponible en replay. On vous fera parvenir le lien, et le support aussi qui vous est présenté vous sera également transmis à l'issue du webinaire, et à la fin du webinaire aussi. Voilà, si vous pouvez prendre ça prend vraiment un temps très court pour répondre à un petit questionnaire de satisfaction, voilà, qui permet nous d'avoir des retours et de pouvoir nous améliorer. Donc ce webinaire en fait s'inscrit dans une action plus large, hein, qui a été initiée par l'État, hein, suite notamment à la sécheresse exceptionnelle de l'été 2022. Alors même si là actuellement on a plutôt sur ce printemps pas mal d'épisodes pluvieux, mais comme vous le savez, qui ne suffisent pas à recharger et à combler le déficit accumulé depuis plusieurs années. Et donc il y a un plan eau qui a été présenté, hein, donc par le président de la République le 30 mars 2023, avec un travail qui est demandé à l'ensemble des usagers de l'eau, et un objectif de réduction de 10% des prélèvements. Et pour les entreprises, il y a donc un plan qui s'appelle Sobriété et efficacité hydrique des entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été lancé par la préfecture de région en lien avec les chambres consulaires. D'où ce cycle de webinaires que nous vous proposons, qui est proposé sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur tous les départements. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui les deux derniers webinaires, donc celui du Rhône, hein, celui qui nous rassemble aujourd'hui, et celui du département d'Ardèche. Voilà, donc là, dans le cadre de cette action, donc sobriété et efficacité hydrique des entreprises, sachant, j'y reviendrai plus tard, qu'il y aura aussi d'autres webinaires. Alors ce webinaire, lui, il est centré plutôt sur l'aspect, on va dire, réglementaire du sujet, hein, notamment avec les arrêtés cas de sécheresse, hein. Le cadre juridique vous sera présenté. Voilà, on vous expliquera comment sont suivies aussi la situation des ressources en eau au niveau local, comment sont déclenchés les différents niveaux d'alerte, voilà, et comment ça s'applique auprès des entreprises, sachant que pour certaines entreprises aussi, il y a la nécessité ou la possibilité de mettre en place un plan de sobriété hydrique, hein, le PSH, qui vous sera présenté par la DREAL. Et en fin de webinaire, on fera une petite ouverture sur des actions aussi qui peuvent être mises en place en termes d'éco-gestes, d'économie d'eau dans vos entreprises, sachant que sur ce thème-là, il y aura 2 webinaires spécifiques qui vous seront proposés au niveau régional à la rentrée de septembre 2023. Donc je remercie ma collègue de la CCI du Beaujolais, Elisabeth Mézen, et puis bien sûr les services de l'État, la direction départementale du Rhône avec Monsieur Lefebvre et Madame Guyot, et puis donc l'ADREAL aussi, unité départementale du Rhône avec Vanessa Martin, voilà, qui vont intervenir dans la suite de ce webinaire. Et donc je passe la parole tout de suite à Monsieur Lefebvre, donc de la DDT du Rhône, pour commencer à la présentation sur tout ce volet arrêté cadre, voilà, sécheresse. À vous, Monsieur Lefebvre. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, Marc Lefebvre, je suis adjoint On du vous entend. service eau et nature à la DDT du Rhône. Donc, on va commencer par le cadre juridique qui est donc l'arrêté cadre sécheresse. Et puis, on verra ensuite la situation hydrique d'aujourd'hui.
comme l'a dit M. Chazalet, comment sont déclenchés les différents niveaux entre vigilance, alerte, alerte renforcée, crise, et quelles sont les entreprises qui sont concernées par les mesures de restriction. Donc, diapo suivante. Donc, le cadre juridique, il est guidé par le Code de l'environnement et donc les possibilités pour le préfet de déclencher un certain nombre de mesures de limitation des usages en fonction de la situation. Donc, des masses d'eau, que ce soit des masses d'eau superficielles ou des masses d'eau souterraines. Donc, il faut évidemment que ces mesures elles soient suffisantes et proportionnées, donc pour maintenir un état satisfaisant à la fois des écosystèmes, mais également de l'eau potable pour la satisfaction des usages. Il faut qu'elles soient prescrites pour une durée limitée, éventuellement renouvelable. Et puis, elles peuvent être interrompues, évidemment, si pendant 3 mois, il vient à pleuvoir, évidemment, on va retrouver une situation normale. Donc, ce sont des arrêtés cadres sécheresse qui nous guident, qui sont à la fois départementaux et interdépartementaux, donc on le verra juste après. Et donc, on a également des orientations régionales qui garantissent la cohésion entre les différents bassins versants qui sont sur différents départements. Donc, on a 17 arrêtés cadres sécheresse départementaux ou interdépartementaux en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc suivant les orientations de la préfète de région du 14 avril 2023. Diapo suivante. Donc différents textes nous ont aidés à bâtir les arrêtés cadres sécheresse sur le département du Rhône, ainsi que des retours d'expérience qui sont issus des années précédentes. Donc on a deux textes, un décret qui est relatif à la gestion quantitative de la ressource qui date du 23 juin 2021, un arrêté qui est relatif au renforcement de la coordination des mesures de sécheresse dans le bassin Rhône-Méditerranée, qui est du 21 mars 2023. Le SDAGE, évidemment, donc dans le Rhône, porte sur le Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne. Une instruction nationale et un guide national qui datent de l'année dernière et qui ont été révisés donc cette année en mai 2023. Donc, tout récent, qui permet de s'adapter aussi aux différentes situations qu'on a pu avoir l'année dernière, et puis le cadrage régional de gestion des épisodes de sécheresse en réunion Auvergne-Rhône-Alpes. Peut-être, monsieur tout ceci Lefebvre, quelques mots également sur le SDAGE, avec... pas forcément à tout le monde, le SDAGE. Alors, le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, on a 6 grands bassins hydrographiques à l'échelle nationale. Nous sommes sur le département du Rhône, à la fois sur le bassin Rhône-Méditerranée et Corse et sur le bassin Loire-Bretagne. Donc, ces schémas, ils viennent édicter toutes les orientations qu'il y a en matière d'eau sur ces grands bassins, à la fois sur le plan qualitatif, mais également sur le plan quantitatif. Et ces SDAGE sont opposables aux documents d'urbanisme. Et donc, la déclinaison locale, ce sont des SAGE, donc les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, dans le département, nous avons 3 SAGE, le SAGE de l'Est lyonnais, le SAGE de la Bourbre sur une toute petite partie du territoire et le SAGE Loire en Rhône-Alpes dont vous avez pu en parler, je pense, au webinaire qui a été fait sur la Loire. Tout à fait. Voilà, sur les arrêtés cadres, on tient évidemment à se coordonner aussi avec les départements limitrophes. Donc pour nous, l'Ain, l'Isère et la Loire. Et puis depuis l'année dernière, donc sur l'axe Saône. Diapo suivante. Voilà, donc l'organisation territoriale de la sécheresse dans le Rhône,
est bâti sur trois territoires maintenant. Donc le territoire de l'Est, je vais commencer par le territoire de l'Est lyonnais, puisque c'est un territoire qui est interdépartemental avec l'Isère, qui porte sur trois sous-secteurs. Donc la zone 7 qui est la zone de ce qu'on appelle le couloir d'Eyrieux, donc qui porte sur le sud le sud-ouest de ce secteur-là, la zone 8 qui est plutôt le couloir de Dessines, et la zone 9 qui est le couloir de Mézieux. Ces couloirs donc correspondent à la nappe de l'Est lyonnais qui est subdivisée en trois couloirs. Donc dessus, nous avons des mesures concernant notamment les prélèvements dans les eaux souterraines, donc dans cette nappe de l'Est lyonnais. Ensuite, nous avons un nouveau territoire depuis l'année dernière qui porte sur l'axe Saône, donc un territoire qui est interdépartemental depuis les Vosges jusqu'au territoire du Rhône. Et donc, nous sommes en lien avec les départements de l'Ain et de la Saône-et-Loire sur ce que l'on appelle la Saône aval, avec donc des mesures de restriction qui sont spécifiques à ce secteur de l'axe Saône. Voilà, donc avec un pilotage qui est assuré par la DDT de Côte d'Or, aidé en cela par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté qui vient faire des mesures sur la Saône à Mâcon et qui vient déclencher un certain nombre de mesures s'il le faut. Et puis donc tout le reste du département que vous voyez donc en bleu à l'écran, c'est ce qu'on appelle l'arrêté cadre intra-départemental, donc sur un pilotage qui est fait par la DDT 69 avec une zone spécifique qui est la zone 6, qui est la zone du bassin versant du Gier qui se fait en coordination avec la Loire, puisque le bassin versant du Gier, donc dans sa partie amont, est sur le département de la Loire. Donc sur tous ce territoire, donc à la fois le bleu et le vert, c'est la DDT 69 qui est pilote, avec des arrêtés, comme vous le voyez, qui sont tout récents puisqu'ils datent du 23 juin 2023. Donc, ce sont les arrêtés, ils sont basés sur les arrêtés de 2022 qui ont été révisés à la marge sur un certain nombre de mesures sur lesquelles on viendra après. Sur l'arrêté cadre Axe Saône, c'est un arrêté de l'année dernière qui a été publié le 9 juin 2022 avec différentes adaptations qui sont prévues d'ores et déjà sur 2023 avec une révision qui est prévue pour 2024. Diapo suivante. Alors, la situation à ce jour. Donc, nous avons un certain nombre de stations de mesure, tant sur les eaux superficielles que sur les eaux souterraines, avec également d'autres indicateurs que sont, par exemple, l'Observatoire national des étiages, qui est piloté par l'Office français de la biodiversité, qui viennent nous donner des données sur la situation des eaux superficielles et des eaux souterraines, soit au jour le jour, soit à la quinzaine pour les eaux souterraines. Donc, nous étions en vigilance depuis le mois de mars. Donc, nous sommes passés, enfin, nous allons passer, puisque la publication sera faite dans les prochains jours, l'arrêté étant à la signature de la préfète. Donc, nous allons passer la semaine prochaine donc en alerte sur les eaux superficielles, donc sur les zones 1, 3, 2, 7, 8 et 9, c'est-à-dire en gros les monts du Beaujolais sur la zone 1, les monts du Lyonnais sur la zone 3 et l'axe Saône sur la zone 2, ainsi que la partie est lyonnais
sur les zones 7, 8 et 9, le reste du département restant en vigilance. On vous expliquera juste après les différences qu'il y a entre vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Donc, on a franchi un cap dans la situation qui vient à se dégrader, comme vous l'avez vu. Malgré les orages, la situation se dégrade tant sur les eaux superficielles que sur les eaux souterraines. Et donc, sur les eaux souterraines, tout le département n'est pas suivi en termes de nappes. Il n'y a pas de, seules les nappes principales sont suivies. Donc, sur l'est lyonnais, donc sur les zones 7, 8 et 9, celle-ci passe en alerte, ainsi que l'axe Saône sur la zone 2. Et on a la nappe du Garon, donc sur la zone 5, qui reste en vigilance. Donc, ceci est proposé actuellement à la signature de la préfète et donc avec des mesures de restriction qui vont commencer sur un certain nombre d'activités, dont les activités économiques, puisque on était en vigilance avec une sensibilisation aux économies volontaires. Diapo suivante. Voilà, donc là, je laisse la parole à Fanny Guyot qui va vous présenter donc, ces différents niveaux de restriction ainsi que les mesures correspondantes. Excusez-moi, je n'entends pas Fanny. Et pour l'instant, on Moi non l'entend pas. plus, Je pense qu'elle est en train de se... effectivement. Guyot, Madame Guyot. est-ce qu'il y a un problème de son? Alors sinon, je peux meubler sur cette diapo-là en attendant qu'elle se connecte. Moi, j'ai du bruit aussi en fond, donc apparemment, elle a un souci. Attendez. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Donc effectivement, Monsieur Lefebvre, si vous pouvez nous parler de cette slide, ce serait parfait. Alors, sur cette diapo, donc, vous voyez les différents niveaux de gravité sécheresse. Donc, le premier étant effectivement la vigilance, donc avec des suivis de nappes de cours d'eau et de prévision, donc qui indiquent que les ressources commencent effectivement à baisser. Donc, on fait appel à l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs publics ou les acteurs privés, vers des réductions volontaires de consommation d'eau et puis organiser un petit peu les difficultés potentielles à venir. Ensuite, on a une situation d'alerte. Donc là, on s'aperçoit que les milieux commencent à souffrir du manque d'eau, donc tant sur les eaux superficielles que sur la partie eau souterraine, donc une baisse des nappes. Et donc, des premières restrictions d'eau s'imposent, tant sur les usages domestiques que sur les usages non domestiques, donc les usages agricoles, industriels, artisanaux et commerciaux. Donc, en général, cela correspond à une diminution de 25% des consommations d'eau. Plus la situation se dégrade, plus on va effectivement durcir ces mesures et on va orienter les mesures vers le maintien de l'alimentation en eau potable et donc de l'alimentation des besoins sanitaires de la population. Donc sur l'alerte renforcée, les mesures se durcissent, certains usages sont interdits.
et on va passer globalement à une réduction de 50 à 75% suivant les cas de restriction d'eau en alerte renforcée. Et puis en crise, on va interdire tout ce qui n'est pas alimentaire et tout ce qui n'est pas nécessaire à la sécurité et à la salubrité publique. Voilà, pour ne préserver que ces usages-là via notamment l'eau potable. Est-ce que... Alors, sur la situation actuelle, donc par rapport à l'arrêté 4 sécheresse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'arrêté 4, il va présenter globalement l'ensemble des mesures pour l'ensemble des usages. Nous avons ensuite un certain nombre d'indicateurs pour arriver à l'arrêté préfectoral de limitation des usages. Je suis désolé, j'ai du bruit dans l'habitation, avec le suivi des nappes d'eau et des cours d'eau, les prévisions météorologiques. Donc, on va voir effectivement si on a des précipitations qui sont prévues de façon abondante dans les jours suivants, et puis les observations de terrain. Et donc, on va faire derrière la consultation du comité départemental de gestion de l'eau dans sa formation spécifique de suivi conjoncturel de la sécheresse, en gros le comité sécheresse, qui va donner son avis sur les différentes propositions qui sont faites. Et ensuite, donc, on prépare un arrêté qui est soumis à la signature du préfet et qui est publié. Diapo suivante. Donc, les grands principes du cadre juridique et de l'arrêté 4 sécheresse, c'est que donc on met en place une progressivité dans les mesures. Donc, les mesures se durcissent effectivement avec l'aggravation des situations. Donc, dans le département du Rhône, c'est pas forcément le cas dans les autres départements, mais on s'attache à avoir cette progressivité à la fois dans les mesures et dans les situations. C'est-à-dire que on aurait pu attendre d'être en situation d'alerte ou d'alerte renforcée pour passer directement sur cette situation. On a commencé par la situation de vigilance, donc on alerte la population que la situation va être délicate en termes de ressources en eau. Donc on va passer de la vigilance à l'alerte renforcée et à la crise. On tient également à ce que, quel que soit le statut de l'usager, les restrictions soient les mêmes par usage. Donc pour des notions d'équité. Ensuite, il y a des ressources qui sont privilégiées. Donc on va effectivement faire en sorte que les restrictions ne s'appliquent pas à l'eau de pluie qui est collectée dans des réserves. De même, et ça concerne les activités industrielles et domestiques, on va s'attacher à ce que l'eau issue des systèmes de recyclage soit privilégiée, ainsi que les plans d'eau qui sont conformes. Il me semble que Madame Guillot a réussi à se connecter en audio. D'accord, donc je termine simplement, voilà, je termine simplement la diapo et je lui laisse la main. Et donc, on souhaite effectivement, donc on est sur un arrêté 4 qui est un peu charnière et qui présente à la fois des mesures de restriction qui sont à la fois horaires et volumiques. L'objectif étant également d'avoir dans l'avenir une gestion volumique qui soit encouragée donc pour les professionnels de façon à ce qu'ils puissent gérer eux-mêmes leur volume d'eau tout en restant effectivement vers des réductions qui sont imposées. Voilà, parce qu'on est bien conscient que les restrictions horaires ne sont pas satisfaisantes pour l'ensemble des catégories d'usagers. Voilà, diapo suivante, et du coup, je laisse la main à Madame Guyot. Bonjour à tous, donc désolé pour ces aléas techniques.
Je vais vous présenter maintenant donc, les deux catégories d'usages que nous avons dans le département du Rhône, hors axe Saône. Donc, nous avons deux catégories. Nous avons d'une part les usages dits domestiques. Donc, ce sont les usages qui sont susceptibles d'être pratiqués par des particuliers et pour lesquels il n'y a pas de distinction sur l'origine de l'eau. Donc, autrement dit, si l'usage est pratiqué dans une zone où il y a 2 niveaux de gravité, alors c'est le niveau de gravité le plus restrictif qui est appliqué. On vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Donc, en zone 5, par exemple, vous avez pu remarquer sur les diapositives précédentes qu'on pouvait avoir un niveau pour les eaux superficielles de gravité et un niveau de gravité pour les eaux souterraines. Donc, admettons que nous sommes en zone 5, les eaux superficielles sont en alerte, les eaux souterraines sont en alerte renforcée. Et bien, pour l'arrosage des espaces verts, ce sont les mesures de restriction de l'alerte renforcée qui s'appliquent, le niveau le plus grave. Donc, les entreprises qui sont concernées par l'arrosage des espaces verts, ne serait-ce que devant leur siège, eh bien, devront respecter les mesures de restriction d'alerte renforcée. Et il en sera de même pour tous les usages qu'on appelle domestiques au sens de l'arrêté sécheresse. Donc dans lesquels on retrouve aussi le lavage des voies et des façades. Pour les usages dits non domestiques, donc ce sont des usages qui sont rattachés aux activités industrielles, artisanales, commerciales et agricoles et qui ne sont donc par définition générale pas pratiqués par les particuliers. Et donc dans ce cas-là, c'est le niveau de gravité appliqué dépend de l'origine de l'eau. Donc bien évidemment, si le prélèvement se fait dans des eaux superficielles, eh bien, c'est le niveau de gravité de ces eaux superficielles qui est applicable. Et inversement, si on est sur un prélèvement en eau souterraine, et de même si on est sur un prélèvement en eau potable. Donc, voici un petit peu cette distinction des deux grandes catégories, usage dit domestique et usage dit non domestique. Donc, pour les usages dits non domestiques, on s'intéresse plutôt, on va dire, à l'alimentation des process, des activités industrielles, artisanales et commerciales. On peut passer à la diapo suivante. Donc, je vais vous brosser rapidement l'ensemble des mesures de restriction qui peuvent concerner les entreprises, sachant que ce sont les mesures de restriction du territoire intradépartemental et de l'Est lyonnais. Donc, sur les diapos précédentes, ça concerne les territoires qui étaient colorés en bleu et en vert. Il y a des légères différences sur le territoire de l'axe Saône qui était coloré en jaune, si vous vous souvenez bien. Donc, pour les arrosages, puisque les entreprises peuvent être concernées, on a différentes catégories sur notre département. Donc, on a d'une part l'arrosage des pelouses et plantes en pot, sur lesquelles les restrictions sont assez rapides. Autrement dit, donc il y a une interdiction horaire, il y a eu un petit décalage, de 10h à 18h en alerte, et dès l'alerte renforcée, il y a une interdiction stricte d'arroser, tout ce qui est pelouse et plantes en pot, en contenant, plus précisément. En ce qui concerne l'arrosage au goutte à goutte en pleine terre, ou au pied à pied en pleine terre, donc on considère que c'est un arrosage qui est localisé, donc par définition moins consommateur, donc les restrictions sont un peu plus légères par niveau de gravité. Autrement dit, on commence à avoir des interdictions horaires, donc une interdiction de 10h à 18h dès l'alerte renforcée, et ensuite en crise, eh bien, interdiction stricte de ces arrosages. Pour les potagers, la dimension vivrière a été prise en compte et il y a un maintien de la possibilité d'arrosage des potagers en suivant des restrictions horaires assez larges, même en crise. C'est-à-dire qu'en alerte, vous pouvez arroser de 18h à 10h, donc de nuit, et en alerte renforcée, ça devient interdit de 9h à 20h, mais vous pouvez toujours arroser de nuit, et c'est cette même restriction horaire qui est appliquée en crise. Diapo suivante. Pour le lavage des voitures. Donc, le lavage des voitures a été catégorisé selon les consommations d'eau. Donc, vous avez dans un premier temps tout ce qui est lavage des voitures au domicile. Donc, ces lavages-là sont interdits dès l'alerte. Donc, autrement dit, dès le passage de l'arrêté la semaine prochaine, les lavages des véhicules à domicile sur un certain nombre de zones vont être interdits, comme vous l'avez vu sur la carte. Ensuite, nous avons tout ce qui est lavage avec portique, qui reste assez consommateur, mais moins consommateur que les lavages à domicile. En alerte, ils sont autorisés, sauf le programme lavage de châssis.
En alerte renforcée, ils sont autorisés uniquement pour les 4 programmes les moins consommateurs et en crise, ils sont interdits. Pour ce qui est des lavages avec lance haute pression, qui sont moins consommateurs que les lavages avec les rouleaux sous portique, eh bien, en alerte, ils sont autorisés. En alerte renforcée, ils sont autorisés sauf tous ces programmes de lustrage. Et en crise, ils sont interdits. Par contre, les stations de lavage qui sont équipées d'un système de recyclage d'eau avec un minimum de recyclage de 70%, eh bien, restent autorisées à pratiquer leurs activités, quel que soit le niveau de gravité. Donc, on voit là, on rebondit sur ce que vous a présenté Marc Lefebvre, sur certaines ressources qui sont à privilégier. En l'occurrence, ici, les ressources, l'eau recyclée, pardon. Et bien sûr, il y a une obligation d'affichage des consommations d'eau par programme dans toutes les stations ouvertes au public. Ensuite, nous avons tout ce qui est lavage de façade et toiture. Donc ici, les restrictions sont les mêmes, quels que soient les niveaux de gravité, à savoir qui sont interdits, sauf s'il y a un impératif sanitaire ou de sécurité et que c'est réalisé par une collectivité ou une entreprise professionnelle de nettoyage. Pour tout ce qui est, on va dire, lavage de surface, voirie, trottoir, surface imperméabilisée, ils sont également interdits. En alerte renforcée et crise, sauf impératif sanitaire ou de sécurité. Et dans les parenthèses, vous avez le détail de ces impératifs. Donc, ça va être les suites d'accidents de la route, les coulées de boue, les salissures, avec risque pour la circulation, bien sûr, le nettoyage après les marchés et les manifestations publiques, le lavage des silos à déchets et des points d'apport volontaires de biodéchets. Et bien sûr, ces lavages sont également autorisés pour les balayeuses et le matériel haute pression sur véhicule, parce qu'on a bien ici la notion de quantité d'eau restreinte. Passage à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette diapositive, on vous l'a mis uniquement à titre informatif, puisqu'en général, elle concerne peu les entreprises. Donc, il y a des restrictions également sur les piscines, avec des distinctions entre tout ce qui est piscine et équipement d'hydrothérapie privé de plus de 1 mètre cube, donc tout ce qui est spa, gonflable, etc., qui font plus de 1 mètre cube. Les piscines publiques, qui n'ont pas les mêmes restrictions, bien entendu, et qui n'ont pas les mêmes aussi obligations sanitaires et de renouvellement d'eau. Et également les structures gonflables à renouvellement journalier de plus de 1 mètre cube, donc c'est souvent des structures éphémères qui apparaissent l'été, qui ont également des restrictions à prendre en compte lors de la sécheresse. On va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Idem, ici nous vous avons mis à titre informatif toutes les restrictions sur les usages qu'on dit loisirs, qui concernent certaines entreprises, mais pas toutes, on est sur des usages très très spécifiques. Donc il y a bien sûr des restrictions sur tout ce qui est arrosage de terrains de sport, hors golf qui est à part, des terrains de sport qui soient publics ou privés, et des pelouses, qu'elles soient naturelles ou artificielles, puisqu'on a aussi des arrosages sur des pelouses artificielles. Sur les arrosages des terrains de golf, alors il y a un accord cadre qui a été signé donc pour la période de 2019 à 2024 et qui qui détaille spécifiquement les engagements des golfs en ce qui concerne les limitations en période de sécheresse. Donc elles sont détaillées ici, on ne va pas rentrer, je ne vais pas toutes vous les lire, mais en tout cas vous les aurez à titre informatif. Et enfin, sachez qu'il y a également de nombreux arrosages sur tout ce qui est pistes d'hippodrome et aires d'évolution équestre, notamment pour limiter les poussières. Et donc, nous avons également des interdictions associées pour cet usage spécifique. Voilà pour les usages de loisirs. On arrive maintenant aux usages qu'on appelle non domestiques dans notre jargon au niveau départemental. Donc ici, vous avez les restrictions sur les usages agricoles, l'irrigation agricole. Donc, on a 2 grandes catégories sur notre département. On a d'une part la micro-irrigation qui recoupe en quelque sorte tout ce qui est irrigation, on va dire, localisée. Donc, qui consomme moins que l'irrigation par aspersion. Donc, cette catégorie-là, elle englobe tout ce qui est horticulture maraîchère. Donc, il peut y avoir de l'aspersion, mais de l'aspersion à petit pivot,
plus restreinte en termes de consommation d'eau, tout ce qui est arboriculture, floriculture, pépinière, sériculture. Donc, dans cette catégorie-là, il n'y a pas de restriction en alerte. Il y a des réductions, par contre, de 15% du volume hebdomadaire ou une interdiction horaire d'irriguer de 11h à 15h en alerte renforcée. Et en crise, on réduit encore plus le volume hebdomadaire à 25% ou s'il n'y a pas de suivi, eh bien, c'est une interdiction d'irriguer de 11h à 18h. Donc, cela est possible car il s'agit de systèmes d'irrigation localisés, précis, optimisés. Par contre, tout ce qui est aspersion plein champ, là-dessus, les réductions sont renforcées car les volumes sont beaucoup plus conséquents et les consommations moins localisées. Donc, du coup, en alerte, nous avons une réduction de moins 25% du volume hebdomadaire consommé ou une interdiction d'irriguer de 11h à 18h. En alerte renforcée, nous avons une réduction de 50% du volume hebdomadaire ou une interdiction irriguée de 9h à 20h. Et en crise, une interdiction des prélèvements et de l'irrigation, bien évidemment. Donc, à chaque fois, vous avez une double entrée, à la fois volumétrique et à la fois horaire, puisque nous encourageons de plus en plus les professionnels de l'agriculture à s'engager sur une restriction volumique pour qu'ils puissent gérer comme ils l'entendent au niveau horaire leur quantité d'eau, mais qu'ils aient vraiment un suivi des volumes et une réduction effective des volumes. Pour cela, nous avons un outil qui est déjà en place depuis l'année dernière qui s'appelle le registre de prélèvement. Ce registre de prélèvement doit être rempli de façon hebdomadaire. Il s'agit bien sûr des prélèvements dans le milieu et donc ce registre de prélèvement doit être rempli pour tout prélèvement de plus de 1000 m3 par an qui, par définition, de façon réglementaire, doit être équipé d'un compteur. Donc, le relevé hebdomadaire est tout à fait possible sans ajouter d'équipement. Voilà pour les principaux usages agricoles. J'en viens maintenant aux usages industriels, artisanaux et commerciaux. Donc, pour reprendre ce que j'avais dit tout à l'heure, ici on est vraiment sur l'alimentation des process, de l'activité cœur de l'entreprise. On n'est pas sur les eaux d'alimentation pour l'arrosage des espaces verts autour, par exemple. Donc, il y a deux catégories en fonction des consommations d'eau. La première catégorie concerne, qui est affichée en haut, concerne tout ce qui est toute activité qui consomme plus de 1000 m3 an prélevés dans le milieu ou plus de 7000 m3 an au total prélevés, c'est-à-dire à la fois sur un réseau d'eau potable et à la fois sur le milieu. Donc, pour ces entreprises-là qui sont les plus consommatrices, pour ces process-là qui sont les plus consommateurs, eh bien, il y a une réduction de 25% des prélèvements nets en alerte, une réduction de 50% des prélèvements nets en alerte renforcée et en crise, les prélèvements sont interdits, sauf bien sûr tout ce qui est, donc ça c'est pour les usages non prioritaires, mais par contre les usages prioritaires, santé, salubrité, sécurité et approvisionnement en eau potable, bien sûr, restent maintenus. Il n'y a pas de limitation sur ces usages-là. Donc, il y a l'autre catégorie, moins consommatrice, du coup, pour l'alimentation des process, du coup, qui consomment moins de 1000 m3 an dans le milieu, prélevés dans le milieu, et moins de 7000 m3 an au total, c'est-à-dire à la fois consommés depuis le réseau d'eau potable et depuis le milieu. Et dans ces cas-là, on a des dispositions temporaires de réduction des prélèvements d'eau. Et les opérations exceptionnelles fortement consommatrices doivent être reportées. Donc, pour évaluer un petit peu ces quotas de réduction d'eau, on impose le remplissage d'un registre de prélèvement hebdomadaire. Donc là, on est vraiment sur les mêmes quotas qu'en irrigation et sur le même outil que pour l'irrigation agricole, Donc, ce registre de prélèvement hebdomadaire est imposé pour tout prélèvement de plus de 1000 m3 an dans le milieu. À noter que ce registre devient quotidien pour tous les prélèvements de plus de 100 m3 jour dès l'alerte renforcée. Il y a deux clauses chapeau à ces mesures-là. La première, c'est que les entreprises qui ont déjà des prescriptions particulières quantitatives de restrictions liées à la sécheresse dans leurs arrêtés préfectoraux, suivent bien évidemment ces prescriptions particulières. Elles ne seront donc pas concernées par les réductions
en pourcentage que vous pouvez voir sur cette diapositive. Il y a également une autre clause chapeau, c'est en cas de prélèvement déjà réduit au minimum selon le secteur d'activité qui sera approuvé en cas de contrôle, et je laisserai l'Adréal détailler un peu plus les outils concernant cette clause-là. Donc voilà pour cette diapositive. Je laisse donc la parole à Marc Lefebvre pour la gestion structurelle de la ressource en eau. Merci Fanny donc pour ces explications. Donc je vais continuer moi par la partie effectivement gestion structurelle. Donc là on a abordé jusqu'à présent. Question dans le chat qui je pense est à Fanny Guyot. Donc je me permets juste de la transmettre avant qu'on passe à autre chose. Pour m'assurer que la personne ait une réponse. Donc, la question est: à quoi s'appliquent les restrictions concernant les usages process, prélèvement dans les milieux uniquement ou eau potable également? Alors, sur les catégories, il y a bien les deux. Donc, dans le libellé de la catégorie, on précise bien qu'il s'agit à la fois des prélèvements dans le milieu et des prélèvements sur le réseau d'eau potable. Donc, vous avez tout ce qui est donc vous avez deux catégories avec bien tout ce qui est donc elles doivent cumuler. Donc, pardon, c'est un ou. Donc, c'est soit c'est une consommation de plus de 1000 m3 en prélevé dans le milieu, ou une consommation de plus de 7000 m3 en au total, c'est-à-dire prélevé sur le réseau d'eau potable et dans le milieu. Donc il y a bien les deux ressources qui sont concernées et à prendre en compte. Et en deçà de ces deux quotas, ces deux volumes annuels, eh bien on tombe sur l'autre catégorie. Mais du coup, on est concerné également. Toutes les entreprises sont concernées. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question. Merci beaucoup, Madame Guyot. S'il y a d'autres questions additionnelles de cette personne, j'hésiterai pas à vous les transmettre peut-être à la fin de ce webinaire. Et non pas au milieu pour que tout le monde ait toutes les informations. Merci beaucoup. Monsieur Lefebvre, je vous laisse donc reprendre la main. Donc je continue sur Merci. Donc je continue sur cette diapo en indiquant donc jusqu'à présent on a vu la gestion conjoncturelle. Donc en fonction de l'état des nappes et des eaux superficielles, on prend un certain nombre de mesures pour faire face à cette situation qui peut être provisoire. Il n'en reste pas moins que par rapport au SDAGE, donc le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, on suit tout au long de l'année les différents bassins versants et les différentes masses d'eau sur ces bassins versants. Et depuis déjà un certain nombre d'années, un certain nombre de bassins versants sont en déficit quantitatif chronique ou en équilibre précaire, donc avec des demandes au niveau du SDAGE de mise en place de programmes, de démarches qui permettent effectivement de retourner progressivement à l'équilibre. Donc il s'agit de travailler sur l'ensemble des usages de façon structurelle, pérenne, pour aller vers une sobriété de consommation en eau, et ce, que ce soit pour les collectivités, que ce soit pour le citoyen, que ce soit pour l'agriculteur ou l'industriel, qui est invité à travailler sur des démarches d'économie d'eau. Donc aujourd'hui, ces démarches sont appelées des démarches PTGE, projet de territoire pour la gestion de l'eau, qui sont des démarches qui sont initiées à l'échelle d'un bassin versant, donc d'une échelle hydrographique cohérente, où on va mettre tout le monde autour de la table pour déjà définir quels sont les usages sur le territoire, quels sont les besoins, quelles sont les ressources disponibles,
et également anticiper un petit peu le changement climatique parce qu'on va avoir aussi des modifications de régime de précipitation, des diminutions de débit d'étiage assurées. Donc, on va avoir besoin de prendre en compte ces diminutions de ressources. Et donc, l'idée, c'est de travailler globalement pour avoir les actions qui vont permettre de satisfaire des usages tout en ayant moins de ressources. Donc, des actions d'économie, des actions de substitution, des actions de changement de pratique, des actions de changement de process. Donc, tout le monde est invité effectivement à réduire de façon drastique à certains endroits et l'actualité aujourd'hui malheureusement donc montre que la nécessité pour tout le monde de travailler dans ce sens-là, puisqu'il y a un certain nombre de communes, alors pas dans le Rhône, mais dans d'autres départements, n'ont plus d'eau potable. Donc là, on est arrivé à l'extrémité, donc au-delà de la crise. Et donc, pour éviter d'arriver jusque-là, il faut travailler de façon structurelle sur l'ensemble de ces économies et donc sur l'ensemble de ces actions. Donc, on a un certain nombre de structures qui permettent effectivement de travailler. Donc, vous voyez que ce soit sur l'Est lyonnais, l'Iseron, le Garon, le bassin versant du Gier, le bassin versant de la Brévenne, tout ce qui est relatif au Sage-Loire en Rhône-Alpes sur le secteur de Reims-Trambouze, de la Loise, de la Coise, et puis les rivières du Beaujolais. Tous ces secteurs ont mis en place ou sont en train de faire émerger des projets de territoire pour la gestion de l'eau de façon à travailler de façon pérenne sur cette préservation de la ressource. Voilà, merci à vous. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci, donc Vanessa Martin de la DREAL. Je vais vous parler un peu plus particulièrement du cas des ICPE, particulièrement celles soumises à autorisation et enregistrement. Comme on l'a vu précédemment, donc on a le régime général avec des objectifs de réduction de consommation d'eau en fonction du niveau de seuil d'alerte, alerte renforcée ou crise, avec une exemption possible à ce régime général dans 3 cas. Donc, le cas d'une faible consommation annuelle d'eau, donc moins de 1000 m3 de prélèvement direct et moins de 7000 m3 au total, directement dans le milieu naturel ou en AEP. Lorsque les restrictions sont déjà prescrites dans l'arrêté préfectoral du site. Et un troisième cas d'exemption, lorsque les besoins en eau ont été réduits déjà au minimum, donc via des MTD, donc des meilleures techniques disponibles, des techniques plus économes du secteur, etc. Et cette démonstration doit être faite par l'industriel, l'exploitant, via la réalisation d'un plan de sobriété hydrique. Et donc, évidemment, ça ne concerne que les ICPE. La diapo suivante. Merci. Donc, pour bénéficier de cette exemption, pour les ICPE, donc il faut faire une déclaration auprès de la DREAL via un sondage qui a été transmis à un certain nombre d'ICPE, donc celles qu'on avait dans nos tablettes et dans nos logiciels, donc soit 3500 ICPE sur la région, donc A et E, et qui est également accessible sur le site internet de la DREAL. Et veut veiller à tenir à disposition de l'inspection les justificatifs relatifs à l'adaptation applicable, donc K1, K2 ou K3. Pour les non-ICPE, une déclaration est nécessaire à faire sur démarche simplifiée. Diapo d'après. Alors là, on va s'attarder sur le troisième critère d'exemption. Donc le premier, c'est des volumes inférieurs à 1000 ou 7000 m3. Le deuxième, donc des critères de réduction qui sont déjà prévus dans les arrêtés préfectoraux du site. Et le troisième, c'est la mise en œuvre, la réalisation d'un plan de sobriété hydrique. Ce plan, vous avez une trame qui est disponible sur le site internet de la DREAL.
et il est à tenir à disposition de l'inspection des installations classées. Il va démontrer que les prélèvements ont été réduits au minimum. Donc, je vais vous présenter plus en détail ce plan. Donc, il va contenir différents diagnostics, positionnements. Ah, attendez. J'ai pas la même diapo. Alors, vous pouvez revenir à la diapo précédente, s'il vous plaît? Bon, excusez-moi, j'ai pas la même présentation sur mon ordinateur, c'est pas grave. Donc, ce PSH, c'est un... Encore avant, vous avez trop avancé. Donc, ce PSH, c'est un document qui va être évolutif puisqu'il a vocation à être complété au cours du temps, donc chaque année avec les nouvelles données ou actions qui sont prévues sur l'installation. Et ça va permettre l'harmonisation de l'action de l'inspection puisque les données qui sont exigibles via la trame du PSH est en soi une première solution pour permettre une cohérence des lectures des inspecteurs en leur fournissant des données comparables. Et donc, une harmonisation régionale sera menée. Alors, le document est à remplir de façon aussi complète et possible en tenant compte des caractéristiques de l'installation. Les éléments qui sont dans ce tableau, dans ce plan, sont présentés par la suite dans la suite de la présentation et doivent pouvoir être justifiés. Alors, la trame présente des lignes jusqu'en 2003, donc il faut bien indiquer donc tout ce que vous avez fait depuis 2003. Par contre, s'il y a une évolution de l'installation avec la refonte de l'outil ou une modification de process à partir d'une certaine année, 2010, 2011 par exemple, ou 2015, du coup, vous pouvez commencer à partir de cette date. Par contre, il faudra bien expliquer pourquoi la date, une nouvelle date a été retenue. Alors, en termes de contenu, vous avez 3 parties dans ce PSH. Une partie diagnostic précis avec toutes les consommations et les rejets d'eau. Une partie positionnement vis-à-vis des meilleures techniques disponibles et l'état de l'art de la filière. Et une partie action de réduction des prélèvements qui sont soit déjà engagés, soit engagés. Et des aides pour le renseignement du document. Donc, en termes d'aide, vous avez 4 types d'aides. Donc, les codes des masses d'eau, cours d'eau et eaux souterraines, les zones des arrêtés cadres sécheresse qui concernent la région, ainsi que les zones concernées par les plans de gestion de ressources en eau. En termes de diagnostic, il faut remplir le tableur Excel, donc de haut en bas. On renseigne les prélèvements, les usages et les rejets. Et en fin de tableau, il est possible de présenter la consommation nette si le rejet s'effectue dans le milieu de prélèvement. Donc, le diagnostic va porter sur le type d'alimentation en AEP, eau souterraine, eau de surface, les détails du milieu prélevé avec toutes les informations relatives à la masse d'eau, les caractéristiques des prélèvements, débit techniquement prélevable, autorisé, fréquence de relevé de compteur, etc. Les évolutions des consommations d'eau depuis 2003 ou à défaut depuis l'année à laquelle votre process a évolué, les usages de l'eau, que ce soit domestique, process, les rejets, donc est-ce qu'ils sont en milieu raccordé, quel est le volume, la variabilité saisonnière, etc. Votre prélèvement net et le schéma ou le bilan hydraulique. Il faudra ensuite vous positionner par rapport à l'état de l'art avec des indicateurs de production, le positionnement par rapport aux meilleures techniques disponibles et le détail des efforts qui sont réalisés par poste. Alors, le positionnement par rapport à l'état de l'art. Donc, en minimum requis, vous avez en termes d'indicateurs de production, l'indicateur par chiffre d'affaires est requis, avec des détails souhaitables. Par exemple, vous devez analyser votre procédé et proposer d'autres indicateurs de production auxquels sont ramenées les consommations d'eau. Le positionnement par rapport au MTD, donc c'est l'exploitant, vous allez identifier les brefs qui sont applicables, donc normalement un travail a dû déjà être mené, et vous présentez le positionnement par rapport au MTD qui concerne les consommations d'eau quand elles existent. Les détails au niveau poste de travail, le minimum requis, c'est les actions de détection des pertes dans les réseaux, donc si elles ont été réalisées,
et vous pouvez ajouter d'autres informations en les justifiant, type atelier ou poste sur lesquels une ou plusieurs démarches de recherche de réduction d'eau de prélèvement a été réalisée et si elles ont été allées jusqu'à leur terme. Les ateliers ou les postes sur lesquels aucune action de connaissance et de réduction n'a encore été engagée. Ensuite, en termes de recensement des actions de réduction, vous avez deux types. Donc, c'est le recensement des actions de réduction qui sont déjà réalisées dans le fonctionnement ou futur dans le fonctionnement courant, ou alors en cas de situation hydrologique déficitaire, en clair, quand on est passé en alerte sécheresse, voilà, quand on est dans une situation de sécheresse. Donc, vous avez le fonctionnement normal, courant, et en termes de période sécheresse. Donc, en fonctionnement courant, il faudra bien lister les actions déjà réalisées. En l'absence d'action, il faudra justifier les adaptations pour une réduction au minimum des consommations. Il est à noter que la liste des actions en cours à l'objet, à l'étude ou en projet doivent bien être affichées, et notamment pour l'année 2023, les actions déjà engagées qui pourront être prises en compte pour évaluer les efforts consentis. Donc, vous avez un exemple de tableau où vous listez année par année les actions, les zones ou les ateliers concernés avec le gain global, le volume annuel, les investissements, les subventions, des évolutions, les ratios de consommation d'eau, et vous pouvez avoir toute une case commentaire pour indiquer toutes les informations nécessaires à l'instruction de ce PSH. Lorsqu'on est en période d'hydrologiquement déficitaire. Donc, les mesures générales devront être indiquées. Donc, il faut identifier l'arrêté cadre sécheresse dont dépendent des prélèvements du site et reporter les prescriptions génériques qui correspondent. Et les mesures spécifiques à l'ICPE, donc préciser comment l'installation prévoit de modifier son fonctionnement. Il faut également noter la liste des actions en cours, à l'étude ou en projet, notamment pour l'année 2023, les actions déjà engagées pourront être prises en compte pour évaluer les efforts consentis. Donc là encore, vous avez dans le tableau, donc en termes de vigilance, alerte renforcée ou crise. Donc pour chaque niveau, il faudra indiquer les mesures générales, donc qui sont prises par l'arrêté cadre sécheresse, et après les mesures spécifiques que vous mettez en œuvre sur votre site. Pour vous faciliter ce travail, il y a sur le site internet de l'Adréal une foire aux questions. Le questionnaire est toujours disponible sur le site également, et nous travaillons en lien avec les branches, les différentes branches professionnelles pour essayer de mettre en valeur et de déterminer les bonnes pratiques pour alimenter ces PSH. Et donc, vous avez un exemple de foire aux questions avec les différents types de questions sécheresse et industrie que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'Adréal. Je vous remercie. Très bien. Merci pour ces doubles triples présentations, donc sur tout ce contexte d'arrêté cadre sécheresse et de plan de sobriété hydrique. Peut-être je vois il y a deux questions dans le chat qui concernent plus directement cette partie-là, et je pense notamment l'Adréal, donc je vais les poser. Je pense que vous m'entendez bien côté à la fois Adréal et DDT. Donc il y a une première question qui est la suivante. Donc bonjour, concernant les seuils, donc voilà, pouvez-vous confirmer que le niveau 25 donc de réduction de moins 25% et moins 50% sont à réaliser de manière hebdomadaire en cas de confirmation de restriction après inspection? Alors je pense que la question c'est oui, est-ce que c'est hebdomadaire, journalier? Enfin, c'est comme ça que je comprends la question. Je sais pas côté de Réal ou DDT. Alors en fait, les objectifs de réduction s'entendent par rapport à la consommation hebdomadaire normale, représentative, qui va précéder le franchissement du seuil d'alerte en fonctionnement normal, ou alors si ce critère n'est pas adapté à la consommation moyenne hebdomadaire à période de production équivalente. D'accord. Ok, puis j'ai une autre question aussi qui concerne plus quid des installations classées à déclaration? Alors, sont soumises à déclaration au titre des installations classées. Oui. Donc, sont soumises au même, à exactement la même, le même processus
sauf que on n'a pas l'ensemble des coordonnées de toutes ces installations. Donc quand on avait les coordonnées, on leur a envoyé, donc elles ont fait partie du mailing, mais par contre elles peuvent être soumises exactement donc aux mêmes restrictions. Donc c'est-à-dire que c'est soit l'arrêté cadre sécheresse qui va s'appliquer, soit après elles peuvent demander des exemptions K1, K2, K3, mais par contre les questionnaires, il faut aller sur le site internet de la DREAL pour récupérer le plan du PSH Ouais, on le voit et là le sur la tenir à diapo là. disposition. Voilà, il faudra Mm. le tenir à disposition de l'inspection. Mais après, c'est exactement le même principe, sauf qu'on n'a pas pu aller leur envoyer un mailing pour les prévenir en avance. D'accord. Merci. Et puis, il y a une nouvelle question là qui concerne directement les PSH, donc je vais aussi la poser. Bonjour, si mon site est engagé dans un plan de sobriété hydrique, PSH, et concerné par un arrêté sécheresse local, mais qu'aucune inspection n'a été menée par mon inspecteur ICPE pour apprécier la pertinence donc PSH, quel pourcentage de réduction dois-je appliquer? Allô? Oui, donc vous allez appliquer ce qui est prévu dans le PSH. En fait, d'accord. le document, c'est pas quelque chose qu'il faut nous adresser par avance, on les inscrit pas. C'est vraiment, c'est quelque chose que l'exploitant met en œuvre sur son installation sur du long terme, avec des mesures long terme et des mesures court terme en période d'alerte sécheresse. Il le tient à disposition lorsqu'il y a une inspection, mais en l'absence d'inspection en 2023, il continue à le mettre en œuvre et il aura peut-être une inspection en 2024 ou 2025 ou en dehors d'une période de sécheresse sur le sujet. Donc c'est quelque chose qui doit être mis en œuvre dans l'installation, qui doit être suivi et qui doit être appliqué. Donc c'est vraiment le PSH qui doit être appliqué. D'accord. Merci. Écoutez, on va peut-être prendre d'ailleurs, il y a une dernière question, alors peut-être là ce sera soit pour la DDT, soit pour la DREAL. Je pense moi avoir un peu la réponse, mais je vous laisserai répondre. J'ai entendu que des entreprises peuvent faire leur propre forage dans les nappes. A priori, elles peuvent prélever de manière autonome. Avez-vous la possibilité de contrôler les volumes ou de poser des restrictions dans ces cas-là? Alors, je pense pas qu'on puisse faire ses propres forages tout seul dans son coin, voilà, mais je vous laisse répondre. Voilà. Alors, je vais répondre et puis Fanny pourra compléter éventuellement. Donc, tout prélèvement dans une nappe doit faire l'objet d'une déclaration au titre de la création de l'ouvrage et en fonction de ce qui est prélevé, soit d'une déclaration, soit de l'autorisation sur l'eau qui est prélevée, donc sur la quantité d'eau qui est prélevée dans cet ouvrage. Donc, en fonction de la situation du forage, donc tout à l'heure, j'ai indiqué qu'on avait plusieurs nappes d'eau souterraines. Eh bien, en fonction de cette situation, c'est l'arrêté cadre qui s'applique. Donc, on a des restrictions, bien sûr, qui sont appliquées sur l'eau qui sera prélevée dans ce forage. Okay. Dans tous les cas, il y aura forcément aussi, je parle sous couvert de la DTD, mais normalement, il y a des compteurs. Hein. Tout à fait, au-delà de 1000 mètres. Donc il y a des compteurs et du coup, par l'arrêté cadre sécheresse, il y a également un registre de prélèvement hebdomadaire à tenir dès la mise en situation de vigilance. Sachant que il y a déjà un registre à tenir mensuel qui est imposé par le fait qu'il y ait ce forage-là et que les prélèvements également, le relevé des prélèvements doit être tenu à disposition des inspections des services de l'État. Très bien. Voilà. Et je rappelle également qu'il y a une obligation de transmission des volumes prélevés annuellement donc à la préfecture, donc soit DREAL, soit DDT, soit des DBP, suivant le cas, pour les ICPE et les non-ICPE. Et que cette information, elle nous sert aussi à suivre toute la pression qu'il peut y avoir sur les différentes eaux superficielles et eaux souterraines dans le département. Donc, il est important de bien effectivement compléter, d'avoir un registre, de bien le compléter et de faire le point en fin d'année pour nous transmettre les éléments.
Très bien, voilà. Donc je pense que c'est assez clair, hein. On peut pas voilà, faire un prélèvement tout seul dans son coin, on doit le déclarer, on doit le suivre, on doit faire du reporting. Voilà. Alors, je vais faire une petite ouverture là. Alors, n'hésitez pas à continuer à vous poser vos questions, même si à un moment vous voulez prendre la parole. D'ailleurs, vous pouvez le signaler hein, en levant la main. On vous donne pour un peu vous ouvrir le micro et vous donner la parole. Donc, n'hésitez pas. Donc, une petite ouverture, sachant que comme je vous l'ai dit, il y aura 2 webinaires régionaux qui seront spécifiques à ce sujet. Donc, parce que vous l'avez compris, au-delà des aspects conjoncturels de restrictions suivant la situation hydrique du département. L'idée, comme l'a dit Monsieur Lefebvre aussi, avec les plans les PTGE, hein, donc plans territoriaux de gestion de l'eau, c'est de travailler sur du structurel hein, et donc de faire en sorte de réduire ces consommations d'eau. Voilà, donc là c'est une petite introduction au sujet, hein, avec l'idée déjà de pouvoir un peu définir quel est son minimum technique atteignable. Hein. Et pour ça, ça suppose évidemment une connaissance fine de ces consommations d'eau au sein de l'entreprise. Hein. Et pas simplement avec. Alors souvent, ça suppose aussi de pouvoir installer des compteurs divisionnaires hein, par type d'usage au sein de l'entreprise pour pouvoir suivre ça de manière beaucoup plus détaillée, précise, et ensuite faire un suivi évidemment, détecter des éventuelles dérives, hein, voilà, qui peuvent être liées par exemple à des fuites, hein, et après évidemment questionner chaque usage hein, lié au process hein, dans l'entreprise, mais pas que, aussi des usages sanitaires, voir voilà par rapport aux volumes qui sont consommés, voir qu'est-ce qu'on peut réduire, quels postes on pourrait optimiser, quelles pratiques différentes. Ça peut passer aussi par de la sensibilisation du personnel aussi évidemment, hein, notamment sur des activités de lavage. Voilà, donc là c'est alors ça n'a pas vocation à être exhaustif, hein, mais c'est quelques illustrations de bonnes pratiques qui peuvent être appliquées en milieu industriel. Voilà, donc suivant les process, hein, ça va pas forcément concerner tout le monde, hein, mais vous voyez, donc il y a des choses assez techniques sur des remplacements de pompes, hein, par exemple, sur toute la partie tour aéro-réfrigérante. Voilà, donc on peut utiliser des technologies différentes, remplacer ces tours par des systèmes de refroidissement sec. Alors tout ce qui est aussi évidemment mise en circuit, alors là il y a aussi des obligations réglementaires hein, qui s'appliquent hein, sur de la mise en circuit fermé ou semi-ouvert. Hein, donc là ça va dépendre des situations pour pouvoir réutiliser l'eau si nécessaire avant avec un traitement, un pré-traitement ou un nettoyage. Mais voilà, évidemment, c'est plus intéressant de développer ce circuit fermé. Vous voyez, de faire de la régénération aussi de l'eau en interne. Je parlais des mesures organisationnelles, il ne faut pas les négliger. Hein. Souvent, c'est vrai que en industrie, on a parfois un peu tendance à les négliger. Voilà, donc tout ce qui est sensibilisation, formation, information, hein, en lien avec le suivi qui est mis en place pour un usage raisonné de l'eau. Il y a un sujet aussi qui est amené à beaucoup se développer dans les mois et années à venir, c'est celui de la récupération et de l'utilisation des eaux de pluie. Hein, donc là, à voir après, voilà, quels usages elles peuvent répondre, hein, parce qu'il y a parfois des usages qui nécessitent une eau d'une certaine qualité, notamment qualité alimentaire, mais là, on sait qu'il y a un champ un potentiel assez important sur cette récupération des eaux de pluie qui pourrait être utilisé dans un certain nombre d'applications. Voilà. Et puis après, ben, évidemment, en période de crise, c'est essayer de voir qu'est-ce qui peut être reporté, voilà, ben, hors période de stress hydrique. Hein, ben, tiens, cette opération, on avait prévu de la faire à telle date, mais là, il se trouve que on est dans une situation particulière de crise, de sécheresse, avec des arrêtés qui s'appliquent, et donc on regarde qu'est-ce qui peut être reporté. Mais c'est souvent intéressant de le faire en amont et pas simplement au moment de la crise, où c'est souvent un peu tard pour réagir. On peut avancer. Alors ça, je ne vais pas détailler parce que en regardant la liste des participants, a priori, on n'a pas d'entreprises qui sont dans ces catégories. Donc CHR, ça veut dire commerce, hôtellerie, restauration. Hein, mais voilà, donc on avait la partie industrie, mais voilà, on a aussi d'autres. Il n'y a pas que les activités industrielles hein, dans les activités économiques. Donc évidemment, ces activités-là, ben, dans l'hôtellerie, la restauration typiquement, tout ce qui est activité commerce de bouche, hein, sont amenés à utiliser de l'eau. Donc là, je ne vais pas détailler, mais là aussi, vous voyez, vous avez un certain nombre, là, notamment déjà aussi en termes de comportement, hein,
sur voilà, ne pas, tout simplement pas laisser couler l'eau, de faire l'entretien nécessaire aussi, d'utiliser des mousseurs, hein. Ça, c'est des actions simples qui concernent tout le monde et qui permettent en aérant l'eau, hein, de diminuer assez nettement les consommations, comme vous pouvez le voir, hein. Dans l'hôtellerie aussi, il se trouve que j'interviens en ce moment sur cette cible-là aussi. Il y a pas mal d'actions à mener, hein, sur tout ce qui est lavage du linge de lit ou de toilette, hein, où de plus en plus on incite les clients à pas forcément laver systématiquement et à le faire de manière plus espacée. Voilà, donc des réducteurs de débit, des boutons poussoirs sur toute la partie sanitaire, donc ça peut concerner toutes les entreprises, hein. Voilà, évidemment tout ce qui est WC, toilette à double détente, hein, voilà, qui permettent là aussi de limiter les consommations d'eau. Voilà, on peut avancer. Après, donc sachez, alors dans certains cas, hein, voilà, il peut exister des dispositifs d'aide, hein, pour les entreprises, pour vous aider à mettre en place des actions, alors soit d'études, soit des investissements. Alors là, le fonds tourisme durable, là, ça va concerner uniquement les activités de restauration et d'hébergement touristique, hein. Mais c'est un fonds national donc de l'ADEME, hein, sur laquelle nous, le réseau DCC, on intervient. Et il y a possibilité d'aide, voilà, donc vous voyez, sur des dispositifs d'économie d'eau en cuisine pour les sanitaires, voilà. Après, il y a un dispositif aussi national, toujours piloté par l'ADEME, qui s'appelle Tremplin, alors qui va concerner uniquement les TPE et PME, hein, donc il y a une certaine taille d'entreprise et pas certaines activités, hein, pas toutes les activités sont concernées, plutôt les activités de production et de fabrication, transformation. Alors là, il ne reste plus qu'une mesure dans ce dispositif puisqu'il évolue, hein, au fil du temps, qui concerne le financement d'achat de cuves de récupération des eaux de pluie. Voilà. Après, alors, il y a aussi, dans le cadre de France Relance aussi, et des dispositifs industrie du futur, des aides possibles, hein. Donc là, vous voyez, il y a notamment sur les études, hein, donc je ne vais pas forcément détailler, mais vous voyez, sur tout ce qui est amont, approvisionnement, réduction des consommations, hein, notamment sur les process industriels, les études de faisabilité, hein, parce que voilà, il faut étudier la faisabilité technique, la faisabilité économique aussi, hein, pour mettre en place des systèmes de traitement, de recyclage des eaux de process, hein. Je parlais de circuits fermés tout à l'heure. Voilà, tout ce qui va être le suivi des consommations ou des nouvelles technologies, hein. L'Adréal nous parlait des MTD, meilleures technologies disponibles. Voilà, il peut éventuellement, suivant les cas, mais là c'est au cas par cas à étudier évidemment, hein, voilà. Chaque cas sera différent sur des possibilités d'aide sur la mise en œuvre de technologies plus performantes. Et puis après, il y a évidemment l'intervention des agences de l'eau. Donc on peut passer, je pense, à la diapo suivante. Agence de l'eau, alors pour ce qui concerne le département du Rhône, ça sera principalement, mais pas que, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, hein, c'est pour ça. Il peut y avoir éventuellement un tout petit bout qui va être concerné par Loire-Bretagne. Et puis, si je dis pas de bêtises, aussi au nord du département, il doit y avoir l'autre agence de l'eau qui est l'agence de l'eau, je sais plus d'ailleurs. Ça doit être l'agence de l'eau qui intervient un peu plus au nord, mais peu importe, chaque agence de l'eau donc a un programme d'intervention. Donc là, on est dans la période 2019-2024 et en capacité, alors là aussi, ça va être du cas par cas, hein, de financer soit des études, soit des investissements pour des entreprises notamment qui payent une redevance à l'agence de l'eau. Voilà. Avec donc l'agence de l'eau, bon, je ne détaille pas, mais il y a des territoires prioritaires qui ont été définis, évidemment, des territoires sur lesquels il y a des équilibres particuliers, hein, particuliers, quantitatifs notamment, et sur lesquels il convient d'agir en priorité pour rétablir des équilibres. Et puis donc avec des appels à projets, donc là au niveau de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, mais aussi d'autres agences de l'eau, hein, qui sont soit lancées ou à venir, pour accompagner justement sur les entreprises, sur toutes les actions de réduction de sobriété, hein. Et donc là, vous voyez, ça devrait donc à suivre, hein, tout prochainement, début juillet, ça devrait paraître sur le site de l'agence. Et c'est pour ça qu'on vous a mis le site vers le site internet de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Voilà, si on passe à la diapo suivante. Alors les questions, on peut juste avancer un tout petit peu et on va revenir, je reviens aux questions. Voilà, donc là vous avez sur cette diapo tous les noms des contacts, hein, qui sont au niveau des services de l'État, l'agence de l'eau,
des deux CCI, donc Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne et la CCI du Beaujolais. Voilà, donc on va regarder, j'en ai terminé. On va regarder un petit peu dans le chat s'il y a des nouvelles questions qui sont arrivées. Je vois que ça clignote, donc a priori oui. Alors je vois qu'il y a une question qui est arrivée. Alors je ne sais pas à qui elle s'adresse, mais faites-vous, alors je pense que c'est au niveau effectivement des services de l'État aussi, hein, ou peut-être des agences de l'eau. Faites-vous des études de disponibilité de l'eau à plus ou moins long terme, 3, 5 ou 10 ans. Alors là, on rejoint, je pense, mais peut-être Monsieur Lefebvre pourra compléter, par rapport au plan au PTGE, hein, plan territorial de gestion de l'eau, sur des projections qui vont être faites par territoire, sur des disponibilités de la ressource en eau. Monsieur Lefebvre, peut-être, si vous voulez compléter. Alors oui, effectivement, donc je vous parlais tout à l'heure des projets de territoire pour la gestion de l'eau. Dans ce cadre-là, on commence par un diagnostic de la ressource qui vient effectivement définir la possibilité des volumes prélevables, et ceci actuellement, mais dans un avenir proche, donc à moyen ou long terme, en fonction du changement climatique et des modélisations que l'on peut avoir sur le bassin versant en termes d'évolution des débits. Donc effectivement, on va avoir des projections de ressources en eau disponibles sur ces bassins versants, et de là va découler les volumes prélevables qui seront attribués à chaque catégorie d'usagers. Tout à fait. C'est un travail qui est fait aussi dans le cadre des sages, hein, aussi, hein. Oui, tout à fait. Sur le sage de l'Est lyonnais, on a un PGRE, donc un plan de gestion de la ressource en eau qui date de 2017, et donc qui va être révisé, une nouvelle formule avec une anticipation, une prise en compte du changement climatique qui est en cours d'étude pour être révisé, avec donc des nouveaux volumes qui seront attribués sur l'eau potable, sur les usages agricoles et sur les usages industriels. Voilà, donc effectivement, il y a bien des projections qui sont faites, hein, avec les incertitudes qui peuvent être liées à cet exercice, hein, mais effectivement, pour essayer de répartir au mieux dans le temps la ressource en eau entre les différents usages. Alors, je vois qu'il y a une autre question qui est arrivée entre-temps. Est-ce que les services de l'État proposent alors des solutions ou des accompagnements pour la mise en place des PSH, où les entreprises doivent chercher elles-mêmes et se faire accompagner par des structures privées? Côté inspection d'installation classée, non, on ne propose pas un accompagnement pour la mise en œuvre des PSH. C'est bien des bureaux d'études qui pourront vous accompagner. Tout à fait. Je peux juste compléter côté réseau chambre de commerce et d'industrie, mais aussi c'est le cas des chambres des métiers, hein. On fait, alors notamment pour les plus petites entreprises, possibilité de bénéficier aussi de diagnostics économie circulaire ou diagnostic flux, notamment le diagnostic flux, hein. Alors nous, on intervient sur les entreprises de moins de 20 salariés, mais le dispositif existe aussi pour les entreprises de plus de 20 salariés. Il est géré par BPI, hein, Banque publique d'investissement, de faire un état des lieux, alors pas que sur la partie haut, mais notamment sur la partie haut, hein, de ce qui rentre, de ce qui sort, et aussi de travailler, de voir ce qui peut être optimisé. Donc ça, c'est un dispositif que nous déployons en lien avec l'ADEME, hein, voilà, qui permet de faire un premier état des lieux et d'avoir des préconisations, un premier plan d'action aussi, notamment sur ce volet eau, pour voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré et être mis en place pour, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, réduire ces consommations d'eau. Écoutez, on est bien dans le timing. Il nous reste encore à peine 5 minutes, hein. On ne va pas déborder parce que voilà. Mais il y a encore possibilité pour ceux qui voudraient de poser une question complémentaire, soit dans le chat ou même d'ailleurs en se signalant et en levant la main. Pour l'instant, je pense que je suis en train de vérifier, mais je pense que toutes les questions qui ont été posées ont été traitées.
Donc, comme je vous l'ai indiqué, vous aurez un petit questionnaire juste à l'issue du webinaire. Donc, si vous pouvez juste prendre c'est très rapide pour remplir ce questionnaire de fin de webinaire. Le webinaire a été enregistré, enfin est enregistré, comme je l'ai indiqué, comme ça a été indiqué tout à l'heure. Donc, vous aurez la possibilité de le voir en replay. Et vous recevrez également le support PowerPoint. Donc, et donc, on vous tiendra évidemment informé par rapport aux 2 webinaires régionaux, un qui sera plus sur la cible industrie et un qui sera plus sur la cible, notamment commerce, hôtellerie, restauration ou plus petites entreprises, hein. Donc là, vraiment axé sur le volet économie d'eau, sobriété, hein, parce que c'est évidemment ce qui est souhaitable et recherché aussi, hein, au-delà de la Alors gestion de juste, crise, de je me pouvoir permets travailler de manière plus structurelle. de transmettre une nouvelle question Oui. qui est arrivée dans le chat. Les études de disponibilité de l'eau sont réalisées à quel terme au maximum? Jusqu'où vont ces études? Oui, alors je ne sais pas jusqu'à quel jusqu'à on se projette, jusqu'à j'ai même entendu 2050, mais Monsieur Lefebvre, vous allez. Oui, oui, c'est le cas en fonction des différentes structures de bassin versant qui vont piloter ces études. On va aller jusqu'à 2040, 2050, voire 2100 en fonction des indications que l'on a en termes de modélisation sur les débits par rapport au changement climatique annoncé. Voilà. Je me permettrai juste une petite information. Donc, pour les entreprises qui disposeraient d'un prélèvement dont il ne serait pas certain qu'il soit dûment autorisé, je les invite à vérifier cette information et de se signaler auprès de nos services pour une régularisation de leur prélèvement. Donc, il ne s'agit pas du tout d'avoir une amende ni quoi que ce soit, mais plutôt effectivement de bien connaître les entreprises qui disposent d'un prélèvement qui n'aurait pas été dûment autorisé. Donc, ils peuvent effectivement nous contacter et on les aidera à monter leur dossier pour déclarer. Ah, ça coupe un peu, Monsieur Lefebvre, mais on entend déclarer, oui. Ah, on vous entend plus là. Mais je pense que vous aviez presque terminé. Ouais, on vous entend plus, mais je sais pas, vous étiez en train de terminer votre phrase, je pense. A priori, on a d'autres questions, non, Jean? On est Effectivement, bon? pas d'autres questions. Ce que je vous propose, D'accord. c'est de passer, déjà de vous remercier tous pour votre Oui. présence et pour votre attention. Merci beaucoup encore, Denis. Merci Céline également d'avoir passé les slides. On ne te voit pas, mais merci beaucoup. Merci à Elisabeth de la CCI du Beaujolais également, qui est venue nous accompagner sur cet événement. Et bien entendu, merci à nos intervenants, Madame Voilà. Guillot, Monsieur Lefebvre pour la DDT et également Madame Martin pour la DREAL. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser post-webinaire via les contacts qui sont notés ou alors depuis l'enquête de satisfaction que vous allez recevoir dans quelques instants. Merci beaucoup pour votre aide, elle sera précieuse et belle journée. Merci à vous. On reste à votre disposition. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Oui, merci. Moi, je ne sais pas 30 minutes.